Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue à cette dernière édition de nos ateliers pédagogiques pour l'année 2017. Donc, le thème que nous avons choisi pour ce dernier atelier est lié à l'interactivité et à la manière d'impliquer, de faire réagir les étudiants en cours en utilisant des outils ou pas, des outils pour voter ou pas. On va voir tout ce que ça recouvre au niveau de toutes ces notions. Alors, au niveau du format, on va vous proposer une animation en binôme. Donc, le CIP pour la partie introductive et puis pour la partie témoignage, Thibaut Massard, qui est professeur de droit à Dauphine, nous fera un retour de son expérience, des bénéfices qu'il a trouvé à utiliser OOCLAP, puisque OOCLAP est l'application choisie et utilisée au sein de Dauphine. Alors, je me présente brièvement. Donc, moi, je suis Héloïse Capet, je travaille au CIP, je suis directrice adjointe. Et Dauphine m'a confié depuis plusieurs semaines déjà le poste et la mission d'accompagner la transformation pédagogique à Dauphine. Donc, du coup, je porte un petit peu une casquette pédagogique. Donc, on a essayé de construire cet atelier de façon à vous initier, à vous faire réfléchir et à partager avec vous ce que la pédagogie peut vous apporter. Alors, du coup, faire un atelier sur l'interactivité, on s'est dit que ce serait quand même mieux de vous mettre vous-même en situation d'interactivité et de tester, de vous-même expérimenter ce que ça permet de faire et de sentir de vous-même les avantages et les bénéfices de ces outils. Alors, on va vous inviter à vous rendre sur OOCLAP, qui est l'application que nous utilisons à Dauphine, et à vous connecter donc sur ooclap.com avec la référence vote au pluriel Dauphine. Alors, ça peut être sur téléphone ou sur Internet, donc ordinateur, tablette. On a des tablettes également à votre disposition. Elles ne marchent pas. Bon. Alors, avec votre matériel, c'est le principe du Bring Your Own Device. Est-ce que certains connaissent ces applications? Oui, vous l'avez utilisé. Pour une présentation. Oui. Très bien. Alors effectivement, on voit qu'il y a différents usages possibles de l'application en fonction des objectifs pédagogiques qui sont visés. Donc soit on peut donner effectivement la parole aux étudiants et voir s'afficher des mots qu'ils ont retenus, des concepts. Soit on peut les faire voter, donc c'est le principe du quiz avec un questionnaire à choix multiples ou alors une seule réponse possible. Des questions aussi au rythme du participant. Donc là, c'est plutôt pour suivre. C'est un outil de suivi de la compréhension et de l'évolution de l'étudiant. Et puis le bouton « Je comprends » ou « Je suis confus » qui est très pratique parce que là, on sait que l'étudiant a du mal à prendre la parole, à lever la main pour avouer qu'il n'a pas compris. Il n'ose pas, il ne souhaite pas retarder le cours ou interrompre l'enseignant. Alors le petit bouton « Je suis confus », ça envoie une indication à l'enseignant comme quoi il aurait besoin d'un petit complément d'information. Alors, est-ce que tout le monde est sur l'application? Et le mur, oui, je l'ai dit, avec des messages sur lesquels, pendant la séance, oui. Là, ça y est, c'est prêt? Alors, vous avez du coup là une première question qui va vous être posée concernant les étudiants. Alors, vous êtes dessus. Hop, le portrait de l'étudiant d'aujourd'hui, selon vous, en un mot. Donc, vous avez 1 minute. Voilà, vous pouvez répondre plusieurs mots. Donc, plusieurs mots en un mot. Voilà, vous avez le petit chronomètre qui vous permet de rester maître du temps. On voit apparaître les gens qui ont participé. On voit qu'il y a
en haut à gauche, 16 personnes connectées. Personne n'est confus. Donc jusqu'ici, tout va bien. Voilà, et on voit que 4 personnes ont participé, 5. 13 secondes, encore 12. 8 réponses. Voilà, c'est pas mal. 8 réponses, 17 personnes connectées, ça continue. 3 secondes, 2, 1. Top! C'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Que l'étudiant d'aujourd'hui, selon vous, il est connecté. Hein, ça, c'est le nuage de mots permet de compiler l'ensemble de vos résultats. Et évidemment, la grosseur du terme correspond au nombre de fois où vous avez mentionné le terme. Donc, il est connecté, dissipé, studieux, dynamique, interactif, brillant, réactif et curieux. Alors, merci tout d'abord pour votre première participation. Donc, je vous rassure, comme cette maman, la génération Z n'a pas été téléchargée, elle est bien née. Hein, vous m'avez servi sur un plateau le fait qu'ils étaient connectés, c'est vrai. C'est la caractéristique de cette nouvelle génération. Alors du coup, je vais vous inviter à réfléchir et à voir ensemble ce qui a changé dans l'enseignement supérieur. Donc si on a commencé par ce petit portrait chinois, c'est que en effet, la première dimension dont il faut tenir compte, c'est nos publics d'étudiants. Effectivement, on a aujourd'hui une massification et une diversification des publics étudiants. On a à la fois des publics de cette génération Z, qui est très connectée, qui est née après 1995, mais connectée ne veut pas forcément dire très forcément à l'aise sur tous les outils numériques. Au plan socioculturel aussi, on a une très forte diversification puisqu'on voit de plus en plus d'étudiants arriver dans l'enseignement supérieur. Dans les années 60, quand les universités recevaient des publics d'étudiants, c'était principalement des étudiants venus d'une élite socioculturelle pour laquelle assister à des cours, avoir accès à la littérature, à des bibliothèques, c'était des comportements totalement acquis. Aujourd'hui, la diversification de ces populations fait que ça ne l'est pas forcément. Et surtout, il faut tenir compte aussi du fait qu'ils sortent d'un système qui est celui du lycée, dans lequel le savoir est surtout transmis. Et du coup, on a également à tenir compte de ces dimensions-là dans la façon dont eux vont intégrer du coup l'université et avoir des représentations et des comportements sur lesquels il va falloir agir. Alors, la volonté européenne aussi, c'est une donnée qui fait changer l'enseignement supérieur. Alors, le processus de Bologne date de 1998, il ne date pas d'hier, hein, mais surtout, il a un impact parce que cette harmonisation des programmes au niveau européen dans l'enseignement supérieur a pour impact qu'aujourd'hui, on doit réfléchir ensemble à nos critères de qualité, aux qualifications, aux compétences et à une harmonisation des programmes par les compétences. Donc ces approches programmes, compétences, il y a plusieurs établissements qui initient ces démarches déjà en France, au niveau européen évidemment aussi. Et donc on doit aussi aller vers ces réflexions sur le type de compétences auxquelles on souhaite préparer nos étudiants. Et donc, c'est lié à la troisième dimension, qui est l'inconnu des métiers de demain. On ne sait pas, d'ici 20 ans, à quel métier on va préparer nos étudiants. Donc, c'est compliqué de déverser des savoirs, des contenus, si on n'est pas certain que ces contenus leur serviront dans les métiers qu'ils exerceront demain. Alors, je caricature un petit peu, mais tout ça, c'est pour dire que ces connaissances, il faut les transmettre avec un objectif d'analyse critique de la part des étudiants et surtout une possibilité de transférer leurs connaissances en fonction des contextes parce qu'on sait qu'ils changeront plusieurs fois de métier et donc de contexte socio-professionnel. Alors l'impact du numérique, évidemment, hein, aujourd'hui l'étudiant il a des besoins qui évoluent parce qu'il a accès au numérique et donc si nous en tant qu'université on ne se pose pas la question de quelle est notre valeur ajoutée? Qu'est-ce qu'on apporte en plus par rapport aux outils numériques qu'ils ont à leur disposition? C'est vrai que l'étudiant, il a légitimement le droit de se dire je préfère rester chez moi et suivre un MOOC de Harvard que de me rendre en cours si l'enseignant répète ce qu'il a déjà écrit dans son bouquin que j'ai déjà chez moi.
Donc le numérique nous amène aussi à nous questionner sur notre réelle valeur ajoutée. Et puis une dernière dimension dont on n'a pas forcément conscience, mais c'est la menace qui pèse aussi via les EdTech. Les EdTech, c'est l'ensemble des startups qui travaillent dans le domaine du système éducatif et qui interviennent aujourd'hui sur une des dimensions de la chaîne de valeur, donc de notre chaîne de valeur en tant qu'établissement d'enseignement supérieur. Donc ils vont intervenir soit en amont sur le recrutement, soit en aval sur l'évaluation ou l'insertion professionnelle. Aucune, pour l'instant, n'est capable d'intégrer la totalité de notre chaîne de valeur, donc ne peut pas nous faire une concurrence directe. Mais on imagine bien que des acteurs comme Google ou comme LinkedIn, qui sont en mesure de proposer de la formation, qui évidemment ciblent des profils professionnels et des compétences, pourraient être un jour en mesure de le faire, en nouant également des partenariats avec des universités. Donc tous ces éléments-là nous amènent quand même à nous interroger sur, du coup, quelle est notre valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, c'est la relation que l'enseignant établit avec ses étudiants, comment il les amène à intégrer le savoir, à le transférer dans des situations professionnelles et à se préparer à devenir des citoyens adaptés au monde dans lequel ils évoluent. Alors, on va continuer avec une série de questions. Alors, je prends la parole 2 petites minutes juste pour des points de vue techniques. Sur WooClap, vous avez remarqué qu'en haut, vous avez la possibilité, il y a vote pour répondre aux questions que nous vous posons. Et juste à côté, c'est messages. Et là, c'est plutôt pour que vous puissiez poser des questions durant la séance. Et on y répondra comme ça à la fin de la séance. Ensuite, il y a aussi la possibilité... Donc ça, c'est la nouvelle question. Mais en attendant... Voilà, il faut savoir que WooClap, on a aussi fait ce choix avec la DSI parce que c'est un logiciel qui est disponible aussi par SMS pour les personnes qui n'auraient pas de réseau. Donc notamment si là, vous avez des soucis de réseau, vous pouvez tout à fait vous connecter par SMS. Vous voyez, en envoyant @vote-dauphine à ce numéro de téléphone-là. Là, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais on voulait que vous le remarquiez aussi. Et donc là, on va enchaîner 3 questions. Je vais recommencer pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de le faire. 3 questions pour vous sensibiliser à certaines notions et à certaines fonctionnalités de l'application. Et puis Héloïse débriefera après. Merci Axel. Donc bienvenue aux nouvelles personnes arrivées. Alors donc, combien de temps en minutes après le début d'un cours magistral y aura-t-il une baisse visible de l'attention? Autrement dit, à votre avis, un étudiant, il est concentré combien de minutes pendant un cours? Alors, il faut répondre via l'application. Les 2 retardataires lèvent la main. C'est le réflexe naturel de participer quand on est en situation de cours magistral. Mais justement... Donc, nous avons 20 personnes connectées, 12 réponses. Il reste 14 secondes. Une personne qui aurait un laptop, une tablette, pourrait induire un peu biaiser la réponse. C'est-à-dire s'il répond... Oui. Oui. Alors là, parce qu'on a fait le choix d'un vote anonyme, mais on peut aussi demander aux étudiants de s'authentifier. L'authentification. Si on souhaite faire un suivi, effectivement, pour après accompagner l'étudiant, répondre à ses questions, lui proposer des lectures complémentaires, là, du coup, évidemment, ça fait sens de savoir à qui on s'adresse. Mais là, on est sur une session test. Alors, on a donc les réponses suivantes. Donc, on a 7 minutes, 22 minutes 13. En moyenne, pardon. 45 minutes maximum, donc entre 7 et 45 minutes. Et la bonne réponse, c'est 10 minutes. Alors voilà, tout ce qu'on vous présente est fondé sur une recherche scientifique qu'on a conduite avec l'équipe. On vous transmettra les études sur lesquelles on appuie ces résultats. Ça donne effectivement une idée de ce qui se passe au-delà de ces 10 minutes. Alors, l'intérêt de l'interactivité en cours, c'est que, comme vous le savez, c'est de varier les activités toutes les 10 minutes pour repêcher l'attention de vos étudiants et les interpeller, surtout en les prévenant bien de ces règles du jeu.
Du coup, ils vous écoutent différemment parce qu'ils savent que régulièrement, ils vont être sollicités et qu'on va les engager et les amener à réagir. Donc, l'écoute est meilleure, la concentration est meilleure. Et puis, du coup, on espère que ça les fait progresser. Alors... Oui. Là, on était sur un cours moyen d'1 heure. Non, on avait fait le calcul d'1h30 sur les cours. De manière générale, la tension baisse au bout de 10 minutes. Alors, si on veut tenir le délai, voilà, parce que je dois laisser la parole aussi à Thibaut, c'est quand même vous le... Alors, pendant la seconde moitié d'un cours magistral, quel est le pourcentage d'étudiants qui écoutent assez attentivement pour pouvoir résumer les propos de l'enseignant sans regarder ses notes ? Alors là aussi, le pourcentage, voilà. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, lorsqu'on utilise des outils d'interactivité, c'est d'autoriser les échanges entre les étudiants. Parce que si vous... Voilà, l'intérêt, c'est qu'ils voient avec le collègue à droite, à gauche ou derrière, devant, autoriser le chaos, entre guillemets, parce que quand on est en grand groupe, ça peut devenir bruyant, mais c'est de les autoriser à échanger entre leurs points de vue, à argumenter les uns envers les autres, parce que à partir du moment où un étudiant est capable d'expliquer, d'argumenter et d'expliquer ce qu'il a compris à l'autre, ou pourquoi il n'est pas d'accord avec l'autre, on sait que ça ancre les connaissances et ça veut dire qu'elles sont bien plus en profondeur, que les apprentissages se font en profondeur. Là encore, c'est plus intéressant que des étudiants un peu passifs qui prennent des notes. Alors, on a les résultats qui sont affichés. Donc, voilà, c'est votre avis. Donc, 18% en moyenne. Et la réponse, c'est 12. Donc, c'est très faible. C'est très faible. Donc là encore, l'interactivité, à partir du moment où vous l'annoncez comme une règle du jeu dans votre cours, parce qu'évidemment, il ne faut pas prendre les étudiants par surprise. Si un jour vous débarquez et que vous leur mettez ce type de dispositif sous le nez, ils vont être surpris et ils ne vont pas forcément être en mesure de participer de manière intéressante. Mais quand vous les impliquez dans ces dispositifs et qu'ils savent qu'ils vont devoir réagir, ils ont une écoute effectivement différente. Et du coup, une meilleure compréhension, parce que c'est beaucoup plus rythmé. Alors, on passe à la troisième question. Et vous voyez, à chaque fois, c'est des présentations qui changent parce que ça correspond à des fonctionnalités de l'outil. Dans la plupart des cas, pour un cours d'1h30, quel est le temps imparti aux activités ? C'est-à-dire combien de temps les enseignants laissent aux étudiants pour pouvoir produire des activités ? 0 minute, entre 9 et 18 minutes, entre 18 et 27 minutes. Ce qui se passe. Là, non, c'est des études, c'est des recherches qui ont été publiées avec des résultats, des cohortes qui ont été suivies, des observations qui ont été faites. Alors, on a 15 réponses. Il reste quelques secondes. Ce qu'on va vous montrer. Alors, 4, 3, 2, 1, top. Alors, justement, ça peut être... non. Enfin, si vous êtes en primaire, pourquoi pas des Lego, mais il faut que ce soit une activité en lien avec un objectif d'apprentissage. Donc, vous leur faites s'exercer. Donc, ça peut être un exercice, une étude de cas... Alors, 0 minute, laissez effectivement de temps laissé en fait aux étudiants pour faire des activités, donc ça veut dire 5 personnes, entre 9 et 18 minutes, donc pour 50% d'entre vous. Et la réponse, c'est bien entre 9 et 18 minutes. Donc sur 1h30, c'est très peu. Donc ça veut là aussi dire que si on rajoute toutes les données qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire le temps de concentration des étudiants, le nombre d'entre eux qui sont capables de reprendre ce que vous venez de dire sans lire leurs notes, plus le temps laissé à des activités qui favorisent des apprentissages en profondeur, ça laisse pensif. Et c'était un petit peu le but. Pantois.
Alors, je termine brièvement sur pourquoi faire de l'activité. Donc, deux aspects dans la question pourquoi. Il y a le why, pourquoi je fais ça, et le what for, pourquoi, hein, qu'est-ce que je vise comme objectif. Alors, on le sait, les contraintes du cours magistral, aujourd'hui, on aimerait pouvoir lutter contre l'absentéisme, le décrochage, et puis l'anonymat, la posture anonyme dans laquelle le cours magistral, le grand amphi, pose l'étudiant, hein, qui du coup se retranche volontiers derrière pour laisser le cours passer et ne pas tellement s'investir et s'engager. Donc j'ai déjà parlé des apprentissages en profondeur, hein, ça correspond à une taxonomie qui est celle de Bloom, qui est très utilisée. C'est pas la même chose de viser des connaissances qu'on mémorise et qu'on répète sans comprendre, et d'être capable de mobiliser des connaissances dans un contexte approprié, de transférer ces connaissances dans d'autres contextes, d'avoir une approche critique de ces connaissances. Donc là, on vise effectivement des compétences intellectuelles plus complexes, hein, et ça nécessite du coup des apprentissages plus profonds. Et ils ne sont pas visés lorsqu'on est dans un enseignement transmissif où l'étudiant est passif et ne réagit pas, où il prend juste des notes. Ça c'est pas une mémorisation efficace. Alors, un mot sur les objectifs pédagogiques, parce que ce sont des notions chères aux sciences de l'éducation. Évidemment, ces activités d'interactivité en classe, elles n'ont de sens que si elles visent des objectifs pédagogiques, des compétences spécifiques, et que ces activités les favorisent. Hein, si derrière, si vous utilisez ce type d'activité, mais que derrière, dans votre évaluation, vous visez des connaissances et du par cœur, vous leur aurez fait perdre leur temps quelque part. Hein, donc tout ça doit être aligné, évidemment. Et puis susciter l'engagement des étudiants. On sait que c'est un travail, là aussi, lorsque les étudiants arrivent du lycée, sur lequel ils ne sont pas préparés à ça. Donc l'engagement des étudiants, ça doit les amener à se poser la question aussi de leur posture, de leur comportement, de leur représentation. Eux aussi doivent changer. Et là aussi, c'est notre rôle de les prévenir, hein, qu'on va attendre autre chose d'eux que de prendre des notes et de bien répondre à la question à l'examen en ayant bon ou faux. Alors, on parle en sciences de l'éduc de techniques de rétroaction en cours, les TRC. Hein, donc là, je vais juste les mentionner rapidement. Axel. Voilà, donc on vous distribuera la bibliographie, hein, mais en gros, ce sont des recherches qui mesurent l'efficacité dans les apprentissages de ces fameuses TRC, techniques de rétroaction en cours. Alors, c'est souvent des petites techniques très simples à mettre en jeu. Celles-ci ne mobilisent pas forcément d'outils numériques ou d'outils technologiques. Ça peut être des lectures, questions, réponses, tests. Donc là, je ne vais pas lire l'ensemble des slides, hein, mais ça permet de constituer des petits binômes ou des petits groupes et d'amener les étudiants à discuter ensemble. Et encore une fois, le fait de reformuler à autrui, à un pair, ce qu'on a compris, c'est déjà une manière d'ancrer en profondeur l'apprentissage de l'étudiant. Donc des résolutions de problèmes, le penser, comparer, partager. Donc vous leur annoncez bien qu'il y a un des étudiants qui va représenter son groupe et discuter devant la classe avec les autres. Tout ça, ça fonctionne assez bien. Et puis évidemment, les applications de vote, on vous a aussi fait une petite bibliographie sur des travaux qui mesurent effectivement les effets de ce type d'application comme WooClap. Et puis donc, une dernière slide sur le what for, pourquoi faire de l'activité. Ensuite, je laisse la parole à Thibaut. Donc ça permet effectivement de vérifier les connaissances de l'étudiant. Vous venez d'expliquer un concept, vous lancez une question, ça permet tout de suite de voir ce que les étudiants ont compris. Ça permet de dynamiser la séance, hein, comme on a vu, le taux de concentration de l'étudiant n'est pas toujours là, donc ça permet de redynamiser et de rythmer la séance et donc de motiver les étudiants à s'impliquer plus. Ça permet l'interaction, évidemment, entre étudiants, hein, de débattre, d'échanger les connaissances, de discuter, mais aussi l'interaction avec l'enseignant. Ça permet à l'enseignant de recevoir un feedback sur son enseignement. Hein. C'est vrai que l'étudiant peut faire remonter des informations utiles et nécessaires pour l'enseignant, hein, sur des aspects sur lesquels il est allé trop vite ou l'explication n'a pas paru claire, ou finalement les exemples utilisés pourraient être... les étudiants ont aussi des bonnes idées, donc c'est un moyen pour vous d'enrichir vos contenus
par la participation des étudiants. Et puis, ça permet évidemment de développer des apprentissages de haut niveau. Encore une fois, tout dépend des objectifs d'apprentissage que vous visez, mais si c'est de la réflexion, de la résolution de problèmes, du transfert de diagnostic, et bien, effectivement, c'est nécessaire de les mettre en posture de réagir et d'interagir. Voilà. Alors, du coup, je passe la parole à Thibaut qui va nous faire son retour d'expérience sur comment lui, il a mis en place donc, cette application WooClap en petit et en grand groupe. Thibaut, je crois que vous avez fait les deux expériences. Exactement. Merci, Héloïse. Effectivement, j'ai pu utiliser WooClap sur un amphi de 800 personnes et sur des groupes de 30 étudiants. Alors, pour tout vous avouer, ce que j'ai bien apprécié dans cette application, c'est d'abord sa simplicité d'utilisation. C'est-à-dire que même sans avoir aucune connaissance informatique, l'outil s'appréhende de manière très intuitive, et très vite, on arrive en fait à l'utiliser à bon escient. Alors, quand je dis à bon escient, c'est qu'il y a plusieurs types d'activités. Et au début, évidemment, on choisit toujours un peu les questions ou le mur de mots. Il y a même une activité qui est un espèce il faut pointer sur une image. On se dit, mais qu'est-ce que je peux faire, pointer sur une image? Donc, il faut que les étudiants, ils découvrent. D'ailleurs, c'est un jeu un peu télévisé. D'ailleurs, j'ai vu ça maintenant. Il faut, sur une image qui pointe sur une zone de l'image. On se dit, mais par exemple, en droit, à quoi ça sert de pointer sur une zone de l'image? Alors en fait, par exemple, sur cette zone, sur une image, avant, ce que je faisais pour mes petits groupes, c'est que dans un cours de fusion-acquisition, donc un cours évidemment très sérieux, pour aborder la problématique du déroulement d'une opération d'acquisition, je traçais une droite au tableau, et puis je donnais des petits bouts de papier à chaque étudiant avec une étape de l'opération, et je faisais passer chaque étudiant en disant, bah voilà, là il y a moins 5 ans, plus 5 ans, cette étape-là, où est-ce que vous la positionnez par rapport à cette droite? Et donc chaque étudiant venait et positionnait. Alors, c'était déjà de l'animation, mais c'est vrai qu'avec WooClap, je fais la même chose, mais au lieu de donner un petit bout de papier à un étudiant, je leur dis, voilà, telle étape, où vous vous positionnez maintenant sur une droite, où vous positionnez cette étape sur une droite. Ce qui fait que tout le monde participe, là, pour le coup. Ça fait un peu moins cacophonie qu'avant, parce qu'avant, évidemment, il y en avait un... Il essayait d'avoir les infos par les autres. C'était bon. Là, au moins, tout le monde participe et c'est évidemment beaucoup plus efficace. Alors. Et puis ça laisse des traces parce que du coup, toi, tu vois le. Alors, il y a deux types d'utilisation qui sont formidables. D'abord, évidemment, en amphi de 800, on n'a pas à noter les étudiants, donc on procède plus par des sondages. Ils aiment bien savoir. Alors, il faut évidemment les mettre en situation. Alors, en droit, évidemment, c'est assez facile de toujours trouver des situations. Donc, on prend de vrais cas. Donc, souvent, il y a une petite vidéo avant. Donc, une petite vidéo avec un accident. Par exemple, la semaine dernière, c'était l'accident de la gare de Lyon, un train de banlieue qui est rentré, qui a fait 56 morts. Donc, le but, c'était de savoir qui était responsable. Donc, un tout petit 5 minutes de vidéo qui expliquait un peu comment s'était passé l'accident. Et puis après, la question, à votre avis, qui est responsable? Est-ce que c'est la passagère qui avait tiré le signal d'alarme 3 minutes avant pour descendre à la station d'avant et qui est peut-être à l'origine de tout l'enchaînement? Est-ce que c'est le conducteur? Est-ce que c'est l'aiguilleur, etc. Donc, les étudiants ont pu réfléchir et puis après se poser les bonnes questions et répondre avec statistiquement. Donc, c'était assez intéressant de voir ce qu'ils répondaient par rapport justement aux décisions qui ont été rendues, puisque ça a été jugé, et donc d'expliquer pourquoi, en particulier, les étudiants avaient mal répondu sur l'histoire de la passagère qui avait tiré le signal d'alarme. Ils pensaient c'était la première responsable, mais justement, elle avait été complètement relaxée dans cette affaire, et en raison d'une notion très juridique.
Donc ça permet justement de pointer sur une notion très juridique qu'on appelle la causalité adéquate, c'est-à-dire qu'elle n'était pas à l'origine même de l'accident. C'est une des variables de l'accident, mais elle n'était pas elle-même à l'origine première de l'accident qui avait coûté la vie à autant de passagers. Donc c'est vrai qu'on arrive à insister sur des notions qui sont parfois assez compliquées, sur des notions juridiques un peu subtiles, sur des mises en situation. Et c'est vrai qu'en leur faisant toucher du doigt vraiment un cas très précis, et en les faisant participer activement, c'est sûr que ils arrivent à comprendre, à ingurgiter certaines notions qui seraient trop théoriques si on en restait juste à une analyse comme ça du droit sans application. Donc pour un grand cours d'amphi, moi j'utilise beaucoup de vidéos pour avoir des mises en situation. Et souvent, ces mises en situation sont toujours suivies de WooClap pour pouvoir justement leur faire agir sur la vidéo, pour voir est-ce qu'ils ont compris la vidéo. Donc, c'est des toutes petites vidéos, de 5 minutes, parce qu'évidemment, un cours, c'est 1h30, donc on ne peut pas faire des vidéos trop longues. Donc, des petites vidéos où ils peuvent rester concentrés sur 5 minutes et après être concentrés pour répondre aux quelques questions, parce que là encore, il ne faut pas multiplier les questions, il faut en mettre 4-5 à chaque fois, juste pour cibler sur les éléments clés, évidemment, de la vidéo. Donc ça, les étudiants adorent. Donc en amphi, dès qu'ils sentent qu'il va y avoir une vidéo et avec WooClap derrière, là, ça y est, on sent ils sont assez frénétiques. Donc ça comme on voit, voilà, exactement. Donc ça, ils jouent le jeu, ils aiment beaucoup ça, et de voir cette interaction, de voir s'ils vont réussir à bien répondre, à bien comprendre. Donc ça se passe très très bien. Donc pour des grands amphis, où je vous rappelle qu'en amphi, généralement, on a tendance à faire malheureusement des cours magistraux, mais qu'on soit clair, et Louise l'a rappelé, c'est que le cours magistral est mort. C'est-à-dire si on ne fait que du cours magistral point pendant 1h30, c'est sûr que les étudiants, il faut savoir qu'à Dauphine, déjà, il y a des sites parallèles où, en fait, ils s'échangent déjà nos cours. Vous voyez ? Donc, il faut savoir, sur Findo, entre autres, vous n'avez pas accès à Findo parce que, justement, ils sont malins, ils ont verrouillé l'accès pour que les profs ne puissent pas y aller. Mais sur Findo, évidemment, nos cours s'échangent. Donc, c'est sûr que ceux qui se contentent de faire que du cours magistral, il ne faut pas qu'ils s'étonnent s'il y a de moins en moins d'étudiants dans leur amphi, parce que de toute façon, il y a toujours un ou une bonne étudiante qui va prendre les notes à fond, va prendre le cours à fond, le mettre en ligne pour ses camarades, et donc les camarades ne viendront plus en cours. Donc il faut évidemment en cours proposer autre chose. Alors, évidemment, il y a toujours une partie cours magistral. Le cours magistral, forcément, dans un amphi de 800, il s'impose, mais c'est vrai qu'il faut créer de l'interaction. Et c'est vrai que les outils pour créer de l'interaction, on n'en a pas tellement pour le moment. Donc WooClap, c'est un outil qui est évidemment assez génial, qu'on attendait, parce que jusqu'à maintenant, je mettais des vidéos, puis j'interrogeais comme ça, mais en faisant lever la main, mais bon, ça a moins d'impact, évidemment, que WooClap, qui vraiment les fait participer et est beaucoup plus dynamique, avec une interaction beaucoup plus forte. Donc ça, effectivement, WooClap, c'est un complément indispensable pour tous les cours magistraux pour éviter justement d'être rapidement obsolète. Et puis, il y a une autre utilité, c'est pour les cours à 30. Parce que les cours à 30, a priori, on a déjà suffisamment d'interactivité. Alors on se dit, mais à quoi peut servir WooClap, puisqu'on peut les interroger, ils nous répondent, on est suffisamment près d'eux. Alors c'est là où WooClap, pour moi, a une utilité énorme, c'est que ce que l'enseignant déteste, c'est d'avoir à corriger et noter les étudiants. Donc pour l'enseignant, c'est une perte de temps que d'avoir à corriger des épreuves, sauf que on connaît les étudiants, s'il n'y a pas un peu le bâton de temps en temps, ils ne travaillent pas forcément. Alors, c'est là où WooClap me sert énormément parce que je fais des QCM, mais des QCM notés par WooClap. Et alors,
effectivement, c'est là où j'utilise la fonction authentification. C'est-à-dire que les étudiants, pour se connecter, doivent s'authentifier. Et la machine, quand on fait ça, calcule directement le score de chaque étudiant. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est là, on peut faire beaucoup plus de questions, faire une série avec 10 questions. Et à la fin, il faut montrer aux étudiants que justement, la machine a tout fait à notre place. C'est-à-dire qu'il y a un tableau Excel qu'on peut extraire tout de suite. Donc, il faut faire une extraction sous forme de tableau Excel. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Le nom de chaque étudiant. Alors, les étudiants, oh là, ah oui, c'est bien moi là. Pour chaque réponse, si c'était bon ou pas, et le score final. Donc là, les étudiants disent, oh là là, oui, là, c'est sérieux, parce que du coup, effectivement, le prof a directement les notes et voit très précisément si j'ai bien répondu, si je n'ai parfois même pas répondu. Donc, il faut faire un premier test un peu à vide pour bien leur montrer quand même que là, ça va devenir un peu sérieux. Et là, on le fait, pas forcément à toutes les séances, mais très régulièrement, en disant, bah voilà, avant telle séance, j'aimerais bien que vous me lisiez tel document. Et pour m'assurer que vous avez bien lu le document, ben, on fera un test WooClap en début de séance. L'intérêt, c'est que ça prend très peu de temps. Parce que du coup, sur 1h30, ben, un test WooClap de 10 questions, ça ne prend pas plus de 10 minutes. Donc, effectivement, ça permet, là, ça contraint quasiment les étudiants à travailler plus régulièrement. Alors, c'est là aussi où, pour moi, on voit tout de suite aussi ceux qui, quand on a une interaction directe avec un groupe de 30, généralement, il y a toujours un ou deux qui répondent tout le temps, il y a toujours les cadors, etc. Mais le problème des cadors, c'est qu'on ne voit pas celui qui est peut-être un peu plus à la traîne. Parce que celui qui est à la traîne, ben, il ne parle pas. Mais alors, les tests WooClap, ça m'a fait prendre conscience qu'effectivement, moi, j'ai des étudiants qui viennent d'univers très différents. Il y a des juristes, il y a des financiers, il y a des comptables. Et puis là-dessus, en plus, j'ai des étrangers. Et c'est là où je m'aperçois qu'il y a certains étrangers, par exemple, qui ont beaucoup plus de mal. Donc, ceux qui sont plus en difficulté, je les détecte plus vite. En disant, ah là là, oui, alors là, je vois que, ouais, non, là, elle a absolument rien compris. Elle a 0, 0, 0, 0, 0, elle a 0 à tout. Donc là... Voilà, donc ça me permet après de recibler peut-être sur certains étudiants qui vont être plus en difficulté, alors qu'avant, on s'apercevait des cas difficiles pratiquement à la fin du premier semestre, et encore après les examens, quand on avait corrigé les copies, donc trop tardivement. Alors que là, en faisant des évaluations instantanées, parce que c'est ça, instantanées, on peut tout de suite détecter ceux qui vont bien et ceux qui, justement, éprouveraient éventuellement certaines difficultés. Donc ça, c'est un avantage quand même énorme, cet outil. Il est très facile d'utilisation. Et surtout, c'est ce qu'on attend, nous, enseignants, c'est qu'il nous décharge d'une corvée insupportable qui consiste à corriger, justement, des copies. Il suffit de mettre une situation, un cas, voilà, on pose une situation et... des questions derrière, bah voilà, votre avis, c'est plutôt ci, plutôt ça. Et si c'est plutôt ci, pourquoi? Quelle est la justification donnée, etc. Donc on peut faire en fait des QCM assez sophistiqués, contrairement à ce qu'on pense. Il y a pas mal d'enseignants qui au début rechignaient à faire des QCM en pensant que ça allait être trop simple. Que forcément, tous les étudiants allaient avoir 18. Bah non, en fait, on peut faire des QCM très sophistiqués. D'abord, avec deux types de questions, soit des questions où il n'y a qu'une seule bonne réponse, donc là c'est plus simple, mais il peut y avoir aussi des QCM où il y a plusieurs bonnes réponses. Et là c'est plus compliqué, parce que si on ne donne pas toutes les bonnes réponses, ben, on a 0. Donc c'est là où souvent c'est plus compliqué, c'est quand en fait il faut choisir ce qui pourrait convenir. Donc là on est dans quelque chose de plus subtil. Et effectivement, les QCM donnent de très bons résultats. Il faut savoir, par exemple, que donc moi, je dirige le Master 221 Fiscalité de l'entreprise. Il y a un célèbre trophée qu'on appelle le trophée du meilleur jeune fiscaliste. Et ben, ce trophée, la première sélection, pour sélectionner les 12 finalistes, se fait uniquement sur QCM. Et les QCM sont très sophistiqués, alors même qu'il n'y a que 3 réponses à chaque fois.
Et bien uniquement avec 3 réponses, on arrive quand même à sélectionner, il y a pratiquement 300 étudiants de toute la France qui font cette compétition, on arrive quand même à en sélectionner les 12 meilleurs. Oui. QCM veut dire 1, 2, 3, 4, mais il n'y a pas du qualitatif. Donc vous ne pouvez pas avoir, je ne sais pas, dans vos classes, un entry field, enfin un champ d'entrée où vous donnez du textuel qui vous oblige, vous, à noter la qualité du textuel de la réponse. Parce que là, c'est binaire, binaire. Alors ça, on le fait sur MyCourse. Si on veut passer à ce genre d'instrument, il y a MyCourse. Donc là, MyCourse, ils auraient devant moi, c'est très bien que tous mes examens, maintenant en fait tous les grands cours à 800 étudiants se font avec MyCourse, avec des QCM. Donc les enseignants qui ne voulaient pas le faire au début, qui étaient un peu réfractaires, sont tous passés au QCM sur grand amphi. Donc les 800 étudiants passent en fait à Dauphine, parce qu'il faut qu'ils passent sur des ordinateurs de Dauphine pour être sûr qu'il n'y a pas de triche. Donc ils passent par groupe d'ailleurs, parce qu'on n'a pas 800 ordinateurs. Mais ça se fait sur une journée et les étudiants passent et donc remplissent des questionnaires et les enseignants qui utilisent cette méthode sont très contents au final. Alors pourquoi ils sont très contents? Parce qu'on arrive à doser les questions, des questions faciles, des questions plus difficiles, à doser l'ordinateur pour que l'ordinateur tire des questions complètement au hasard. Donc on a une base de données avec questions faciles, plus difficiles, très difficiles. Chaque étudiant aura de toute façon toujours le même pourcentage de questions faciles et difficiles, le même temps pour répondre, et on peut mettre des mises en situation avec une mise en situation. Et là, à votre avis, à quoi correspond ce contrat? Qualifiez-moi ce contrat. Donc on met des vraies mises en situation. Et ça se passe très bien. Ça se passe très bien si, durant l'année, on l'a fait avec WooClap. On s'est entraîné justement avec des mises en situation et pour expliquer, à votre avis, voilà, là c'est un contrat de travail, mais c'est quoi un contrat de travail? Donnez-moi une qualification. C'est un contrat exécution successive à titre onéreux. Oui, c'est des qualifications basiques pour les juristes, mais c'est vrai que les étudiants qui découvrent, il faut que ça rentre dans des cases et ce n'est efficace que si justement ils testent sur différents contrats et s'ils ont déjà réfléchi par avance. Donc le système paraît très intéressant pour la notation. Donc pour les groupes de 30, là j'ai trouvé qu'on a de l'interactivité sur les groupes de 30. Donc on sait très bien. Donc WooClap pourrait être entre guillemets moins intéressant, si ce n'est que là, ça permet de faire participer tout le monde. Et ça, c'est quand même un avantage énorme par rapport justement à un cours entre guillemets interactif avec un enseignant qui pose des questions toutes les 2 minutes pour faire réagir les étudiants. Là, au moins, on est sûr que personne ne s'endort et on voit ceux qui décrochent. Et du coup, comment tu réagis quand tu vois effectivement plusieurs étudiants qui ont de mauvais résultats? Tu ajustes le cours en fonction? Non, on va les voir à la fin du cours. Surtout, on va voir ceux qui sont vraiment... pour essayer de savoir ce qui ne va pas. Donc là, il faut prendre les étudiants à part et faire là du qualitatif sur l'étudiant qui a des difficultés. Donc essayer d'abord de comprendre son problème. Est-ce que c'est un problème de compréhension du français? Est-ce que c'est un problème de la matière qui est trop compliquée? Quel est son problème? Donc essayer d'identifier son problème, essayer de corriger le tir. Donc corriger le tir, après, ça peut prendre plusieurs formes. Après, effectivement, si sur une question, on voit que tous les étudiants ont mal répondu, effectivement, on se remet en cause. C'est-à-dire que soit c'était fait exprès, on voulait que les étudiants, justement, ne trouvent pas la bonne réponse, pour justement les surprendre un peu, soit c'est qu'effectivement, on se dit qu'on a un problème, c'est qu'on n'a pas dû bien faire passer le message. Et donc, de toute façon, tout ce qui est interaction, ça permet justement, tous les feedbacks permettent de savoir si l'auditoire a bien compris ce qu'on a voulu dire. Donc,
de toute façon, ça ne peut être que positif pour nous. Quand je vois les évaluations qui sont faites en fin d'année, vous savez, en fin d'année, en fin de semestre, auprès des étudiants, c'est toujours très bien, mais c'est très bien pour l'année d'après. C'est quasiment, il faudrait qu'à chaque séance, on ait des évaluations faites par les étudiants pour savoir s'ils ont bien compris notre cours, s'ils ont bien apprécié notre cours, etc. Ce que permet en fait WooClap au début. Parce qu'au début, il y a toujours des questions sur est-ce que vous avez apprécié le cours, toujours un peu des sondages de ce type pour savoir ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils apprécient WooClap, voilà. Alors, il y a une question. Oui, alors, hop, je fais passer le micro. Merci. Bonjour. En fait, j'ai une question concernant l'utilisation de QCM dans le groupe de 30. Donc, est-ce qu'il y a le moyen de randomiser les questions sur WooClap enfin, si jamais on veut les noter, donc à la fin, il faut avoir une note finale pour s'assurer qu'ils ne regardent pas l'écran de l'autre côté? Alors, ça randomisé, non. D'accord. Enfin, Ça, c'est clair que ça, c'est une problématique parce que, parce que les questions s'affichent directement. Donc là, il peut y avoir qu'une seule question. Chaque étudiant ne peut pas avoir une question différente. Pour avoir ce genre d'outil, il faut passer par MyCourse, qui est très compliqué à programmer. Hein. Surtout quand on veut randomiser, justement. Donc là, je passe toujours par Isor, et je remercie Isor qui me fait les programmations, mais moi, je sais très bien que je ne tenterai pas par moi-même parce que je ne suis pas sûr que le jour J, ça marche vraiment. Donc c'est ça aussi le problème, c'est qu'on programme, et si ça ne marche pas le jour J, on est un peu bête. Quoi. D'accord. D'accord, merci. Après, pour éviter ce genre de problème, c'est vrai qu'il suffit de mettre un timer pour qu'ils aient un délai limité pour répondre. Donc, c'est ça aussi, par question, si on veut vraiment faire quelque chose de noté, moi, je mets toujours un timer. Forcément, il faut mettre un timer, parce que si on ne met pas de timer, si c'est l'enseignant lui-même qui attend que tout le monde ait répondu, c'est bizarre. Donc, il faut vraiment dire, voilà, vous aurez 30 secondes, 1 minute. Il faut dire déjà les règles du jeu avant, mais il faut mettre un timer. Ça, c'est sûr. Après, éviter c'est par le timer, d'ailleurs, qu'ils n'arrivent pas vraiment à regarder à droite, à gauche. Ils doivent être concentrés sur la question et ils ne peuvent pas aller regarder leur cours qui serait je ne sais où, mais ça, c'est sûr que ce n'est pas possible. Oui, mais comment être sûr que l'étudiant 1 sur 2, il est bien sur l'autre questionnaire? Oui. Mais retour d'expérience, pour tout vous dire, soit mes étudiants ne savent pas tricher, soit parce que de toute façon, j'ai bien des notes qui s'échelonnent de manière, je vais dire, normale. Donc en fait, il y a peut-être de temps en temps de la fraude, mais quand même, je suis quand même face à eux. Donc là, je suis quand même à 5 mètres. Donc bon, ils ne peuvent pas non plus... ils peuvent pas regarder sur le voisin. Ouais. Ça se verrait un peu trop. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de temps en temps, mais copier sur un voisin, c'est pas forcément d'ailleurs la bonne formule. Hein. C'est le principe de l'interrogation écrite, de toute façon. Les cheveux, là, Ils ont tous des... mais s'ils comprennent l'intérêt... Alors, je repasse le micro. J'ai une question concernant votre expérience d'enseignant en droit avant et après WooClap au niveau de la concentration de l'attention des 10 minutes. Est-ce que ces 10 minutes, c'est un phénomène de génération par rapport à notre génération, par rapport à nos grands-pères qui étaient, entre guillemets, plus concentrés, plus sérieux, stricts? Ou alors, est-ce qu'il y a un apprentissage de la connaissance au niveau cognitif par les activités, le jeu, le côté rendre ludique? Est-ce que le jeu ne dégrade pas la qualité de la connaissance du savoir
des matières sérieuses, fusion-acquisition? Alors, si vous voulez que je vous raconte ma vie... Oui, oui. Donc, moi, je suis allé à l'université. Dans 2 universités, à Paris 1 et à Paris 2. Je suis allé à l'université, mais pour tout vous avouer, j'allais très très peu en cours. Je ne séchais pas les cours, je n'allais pas du tout en cours parce que je m'étais rapidement aperçu que dans ces 2 très belles universités, les professeurs étaient suffisamment connus pour avoir tous des bouquins. Mais en réalité, très vite, je me suis aperçu que les profs ne faisaient que résumer leurs bouquins. Et que si j'apprenais directement leurs bouquins, de toute façon, j'en connaîtrais beaucoup plus que l'étudiant en fin d'année qui ne connaîtrait qu'un résumé du bouquin. Et donc, moi, je restais chez moi à apprendre tout simplement sur les ouvrages. Parce que c'était l'époque où on ne faisait que des cours magistraux, qui étaient des très bonnes synthèses, admirables, d'ouvrages encore plus admirables, mais ça n'était que des synthèses. Et moi, j'avais quand même accès à l'ouvrage de 300, 500 pages. Et à partir de là... Ouais. Quand je suis arrivé moi-même en tant qu'enseignant, j'ai bien compris qu'effectivement, il ne fallait pas que je duplique le cours magistral. Parce que sinon, mon effectif allait complètement s'effondrer. C'est-à-dire que les étudiants allaient partir. D'autant plus que, surtout quand j'étais à Assas, c'est moi qui traquais en fait les sites pirates qui mettaient les cours en ligne. Parce qu'effectivement, je me doutais bien que les étudiants étaient suffisamment malins pour mettre des cours en ligne. Donc le prof qui n'avait pas de bouquin, il y avait toujours un bon étudiant ou plusieurs étudiants qui arrivaient à prendre les cours et ils mettaient en ligne pour l'ensemble. Donc il fallait trouver autre chose. Donc le trouver autre chose, ça a été de faire exactement l'inverse de ce qu'on pense, c'est-à-dire que tous mes cours ont toujours été en ligne. C'est-à-dire qu'ils ont un rédactionnel complet de mon cours qui est plus long que ce que je fais à l'oral. Mais à l'oral, je fais différemment. C'est-à-dire que j'explique plus précisément avec des cas. C'est pour ça que les étudiants restent, parce que justement, ils savent que je fais des applications en cours, donc des applications pointues, on va assez loin sur des notions, et que pour le reste, de toute façon, ils ont mes fiches de cours, donc ils ont du rédactionnel, et ils savent qu'il faut apprendre le rédactionnel, comme s'il fallait apprendre un bouquin, plus assister aux séances en amphi pour avoir justement cette application, ces applications et savoir maîtriser un peu plus l'application des notions difficiles. Donc moi, jusqu'à maintenant, j'ai un effectif de 800, il n'a pas diminué. J'ai toujours autant d'étudiants entre le début et la fin. Voilà, c'est comme ça qu'on mesure si le cours est intéressant ou pas. C'est-à-dire, si c'est sûr que si vos effectifs diminuent au fur et à mesure, faut s'interroger. Il faut se dire, mais pourquoi les étudiants ne viennent pas en cours? Ils ne viennent pas en cours, pas forcément parce que le cours n'est pas intéressant. Ils ne viennent pas en cours parce qu'ils ont trouvé d'autres moyens d'apprendre la matière. D'autres stratégies qui sont parfois des stratégies payantes, parce que ça permet de gagner du temps, de ne pas aller en cours. Aller en cours, il faut venir, dire bonjour à ses camarades, etc. On prend plus de temps de venir en cours que de travailler chez soi en apprenant sur des bouquins. Donc si les étudiants viennent en cours, il faut vraiment leur apporter un plus que l'on n'a pas ou que l'on n'aurait pas uniquement en lisant un bouquin. Donc ça, aujourd'hui, c'est sûr que le cours magistral à l'ancienne, il est condamné. Il est condamné parce qu'effectivement, il y a trop d'outils qui montrent qu'on arrivera trop facilement à apprendre par d'autres biais et que le cours n'aura pas grand intérêt. Tous les MOOC où aujourd'hui on ne voit c'est le professeur filmé, quel est l'intérêt de voir un professeur filmé? Oui, c'est les activités que le MOOC propose à côté. Enfin, c'est c'est pas ça. C'est pas le cours magistral, parce que ça, on a plein d'articles, des très bons articles bien faits, etc., qui sont souvent beaucoup mieux faits qu'un cours comme ça fait par un prof aussi brillant soit-il. Donc, faut avoir conscience de ça. Faut avoir conscience. Et là,
qu'en réalité, il y a même des formateurs de formateurs. C'est-à-dire que c'est le côté aberrant de l'enseignement supérieur, c'est qu'on a tous été sélectionnés pour nos compétences techniques, mais pas du tout pour nos compétences pédagogiques. Et pire, on n'a même jamais suivi d'enseignement sur les différentes techniques pédagogiques. Par chance pour moi, je suis marié à une formatrice de formateurs. Donc, évidemment, c'est plus facile pour moi parce qu'il suffit que je lise les cours de mon épouse. Donc, pour voir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Évidemment, elle va vous dire qu'il faut effectivement au moins avoir des activités toutes les 20 minutes. Donc, des activités simples. Hein, il faut pas... Mais c'est sûr qu'il faut en permanence changer. Il ne faut jamais être sur le même registre pendant 1h30. Sinon, là, on a un décrochage très vite. Hein, ça, c'est sûr qu'au bout de 10 minutes, on perd tout le monde. Donc, il faut trouver des activités, des exercices, Effectivement, on voit bien les faire travailler par binôme sur un groupe de 30. Voilà, on vous laisse pendant 5 minutes par binôme à réfléchir et puis après, on fera une restitution. Voilà, ça marche très très bien. Ça, c'est ce qui aujourd'hui marche le mieux. Et alors, le côté paradoxal, c'est que c'est ce qui se fait pour la formation permanente et donc la formation continue, mais pas pour la formation sur nos étudiants. Donc, c'est-à-dire que ce qui se fait de mieux en matière d'approche pédagogique, on ne le fait même pas pour nos étudiants. Ce qui est quand même paradoxal. Alors, il y a WooClap, je pense qu'en fait, il y a beaucoup plus d'outils. Il y a beaucoup plus d'activités. Il y a aussi... il suffit de regarder les TEDx, les conférences TED. C'est sûr, on voit comment les conférences aujourd'hui sont proposées. Il faut vraiment raconter une histoire. Hein. C'est une sorte de storytelling. Les approches sont très différentes de ce qu'on faisait avant. Hein. Il y a vraiment une approche qui, même sur un cours magistral, hein, je pars sur un cours magistral, faire du storytelling, ça change déjà le cours magistral complètement. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs approches pédagogiques, il y en a qu'on aime bien, il y en a qu'on aime moins. Et puis après, il y a les outils informatiques. C'est vrai que WooClap, pour tout vous avouer, c'est un outil très facile d'utilisation. Donc ça, au moins, c'est un avantage énorme. C'est qu'on n'a pas vraiment à se former. Alors là, pour le coup, la prise en main, c'est même pas 1 heure, même pas. On comprend tout de suite comment ça marche. Après, il faut tester au fur et à mesure, il faut le tester. Il faut l'utiliser, le tester et... Oui, on fait défiler les questions parce qu'en fait, on avait laissé la possibilité au public de poser des questions. Non, merci beaucoup Thibaut, c'était très intéressant d'entendre les différents usages que vous faites. Et puis effectivement, le public n'avait peut-être pas conscience du suivi que permet aussi ce type d'application, hein, et de repêcher les étudiants avant l'examen final où la note sanction fait prendre conscience que des étudiants étaient en difficulté. Alors, du coup, on regarde les questions que vous avez posées. Comment avoir accès à WooClap par Dauphine ? Alors déjà, au CIP, on peut vous aider. Hein, on a la possibilité de vous ouvrir des accès. Aussi par la DSI. Non ? Oui ? Alors, c'est nous. Alors, du coup, je laisse Axel compléter l'information. Voilà, donc c'est lié à votre compte passeport. Il faut d'abord aller une première fois sur le site de WooClap. Vous cliquez sur Enregistrez-vous. Ensuite, Université. Là, vous avez le choix entre Dauphine ou ENSAM. Nous sommes Dauphine, donc vous pouvez cliquer sur Dauphine. Et là, vous avez accès à un compte qui est donc gratuit et qui est limité. Et donc, pour passer au compte pro, il faut écrire à support.cip@dauphine.fr. Et comme ça, c'est aussi pour nous l'occasion de vous donner quelques pistes de travail, etc. Et donc, c'était ce qui a été mis aussi dans la question. Là, il y a quelqu'un qui avait demandé comment faire et comment avoir une formation. Donc, la même chose, support.cip@dauphine.fr. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions dessus, mais est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, sans Wi-Fi, là, je vois, sans Wi-Fi, on fait comment ? Je vous ai dit, on peut le faire par SMS. Il faut quand même que l'enseignant, lui, ait accès à
Merci. En fait, par exemple, j'étais confrontée pendant le cours plusieurs fois. J'avais envie de réduire le temps qu'ils passent avec l'ordinateur. Donc, manifestement, VooClap, c'est très bien, mais j'ai bien peur que, en fait, ça va augmenter le temps qu'ils vont passer sur l'ordinateur et parfois dévier sur Facebook et autre chose. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a le moyen qu'ils aient accès uniquement au site VooClap dans le cours et basta. Donc, j'ai aucun moyen de le... Enfin, par réseau, je ne sais pas. Enfin, Mais pour être... En fait, il y a une méthode. Si effectivement, on a maintenant tous nos étudiants qui ont leur ordinateur ouvert. Et c'est vrai que de temps en temps, on les voit sourire. On se dit, tiens, c'est certainement, c'est pas mon cours qui les fait sourire. C'est pas les fusions-acquisitions qui les fait sourire. Donc, on pense effectivement qu'ils doivent regarder, ils doivent être connectés, ils arrivent à faire plein de trucs en même temps. Mais si alors, du coup, au lieu d'avoir un test en début de cours, de toute façon, on peut faire un test en début de cours parce qu'on leur a demandé à faire du travail à la maison. Mais qu'on leur dit, à la fin du cours, vous aurez un test VooClap, ben, ils savent que là, il va falloir être un peu concentré quand même parce que les questions, elles vont arriver à la fin. Donc, si vraiment on trouve que les étudiants ne sont pas suffisamment concentrés, ça arrive, par fatigue, par d'autres éléments, il suffit d'utiliser VooClap un peu comme bâton. C'est le cas de le dire. Oui, il y a des éléments sur les... Oui, VooClap, ça peut être soit la carotte. La carotte, c'est un amphi de 800, parce qu'évidemment, le but, c'est pas de noter sur un amphi de 800. Mais ça, c'est plutôt la carotte, parce qu'ils aiment bien participer pour savoir s'ils vont avoir raison. Donc, pour eux, ça, c'est un côté attractif et ludique. Et puis, sur un groupe de 30, il y a un côté plus... il faut que je réponde aux questions et comme j'ai une authentification, le prof va savoir ce que j'ai répondu, etc. Donc l'authentification a quand même du bon. C'est que c'est plus du tout à la discrétion de l'étudiant. Là, il doit se connecter et donc comme il y a deux moyens, il peut même pas dire j'ai pas de connexion ou j'ai pas d'ordinateur. Oui, mais vous avez au moins un téléphone portable, donc il peut toujours. Et puis, il y a effectivement la règle du jeu qui est à expliquer clairement aux étudiants. L'usage du numérique est autorisé dans la classe, mais à des visées pédagogiques. Alors, bien sûr, ça n'empêche pas qu'ils peuvent aller regarder autre chose, mais effectivement, ça vous envoie un indice sur le fait que peut-être ils sont en train de décrocher ou que du coup, vous avez perdu leur attention. Donc, peut-être à vous aussi de réagir en ayant une activité différente ou en reprenant la main. Enfin, ça vous envoie aussi des signaux faibles. Alors peut-être que le seul inconvénient de VooClap, si on devait parler d'un inconvénient, c'est justement de passer de VooClap à son PowerPoint. Parce que c'est là où on a détecté qu'à chaque fois, ça oblige à passer d'un... Donc on ne va pas le faire devant les étudiants, donc on doit décrocher. Donc ça, c'est le côté un peu pénible. Alors, soi-disant, VooClap permet maintenant une meilleure intégration des présentations. Mais enfin, comme ce n'est pas des présentations dynamiques, c'est juste les slides qui apparaissent les unes après les autres, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire les phrases qui défileraient comme on le souhaite. Donc c'est vrai que c'est un peu moins bien. Ça, c'est le côté pénible, c'est-à-dire que c'est sûr que quand j'utilise VooClap, je sais très précisément à quel moment je vais l'utiliser et je ne peux pas me dire en cours de route, tiens, je vais mettre un VooClap. Parce qu'on pourrait le faire, techniquement on pourrait le faire, mais c'est vrai que c'est un peu sportif, entre guillemets, de passer de sa présentation PowerPoint à... Il y a une petite gymnastique, oui. Pour compléter ce que vous disiez, dans les ressources qu'on va aussi vous donner après, par mail, quand on parle d'activités en classe, ce n'est pas forcément aussi des activités numériques, comme Héloïse le disait tout à l'heure. Il y a aussi d'autres exemples d'activités pour pouvoir mettre ses étudiants dans une autre posture. Les post-it sur une droite... Est-ce qu'on peut conclure ? Par exemple, vous pouvez aussi, sur la prise de notes, demander à un étudiant de présenter sa prise de notes ou de la faire passer aux autres étudiants pour qu'ils réagissent sur les notes qui ont été prises. Ça les oblige quelque part à échanger aussi entre eux, à prendre des notes. Quelque part, c'est pas forcément... Enfin, là encore, il faut qu'il y ait un objectif pédagogique derrière, mais si c'est
les contraindre, entre guillemets, à être plus concentrés, à être plus engagés pendant votre cours, ils n'iront pas sur Facebook pendant ce temps-là. Hein, mais vous pouvez... Non, parce que ça a un intérêt pédagogique. Encore une fois, vous leur faites pas faire du dessin ou quelque chose qui n'a pas de lien ou qui n'a pas de bénéfice pour eux. Eux, il faut qu'ils perçoivent la valeur de l'activité que vous leur faites faire. Ils ne s'engageront que si ça a une valeur pour eux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe Alors, on en a d'autres. Voilà. Voilà, pour résumer... En un mot, que retenez-vous de cet atelier? Donc, à vos WooClap. Pardon, oui, c'est sur WooClap. Hein. On vous remet en interactivité. Quelqu'un s'est plaint qu'il n'y avait pas eu d'activité depuis 10 minutes. Alors, on est interactif et réactif. Donc, une réponse... 4 réponses, mais comme le groupe a diminué, 7. Dix réponses. Encore 5 secondes. C'est bon? 12 réponses. Alors, verdict. Alors, super intéressant, actif. L'attention documentaire, c'est-à-dire le fait, la fête qui... C'est toi, Radija. L'attention documentaire, l'utilité de l'outil, ne pas les endormir. Voilà, interactivité, importance de l'interactivité, dynamique, concentration, dynamisme, très interactif. Là, effectivement, ça correspond aux objectifs que nous nous étions fixés. Donc, Thibaut, souhaites-tu ajouter quelque chose, un commentaire, une réaction? Non, non, vous avez bien compris qu'effectivement, il faut travailler l'interactivité, ça c'est le plus important. Si les étudiants sont en présentiel, c'est pas juste pour prendre des notes, hein, parce que je vous dis, juste prendre des notes, ça ne sert plus à grand-chose aujourd'hui. Donc il faut jouer sur l'interactivité. Tout à l'heure, d'ailleurs, il y aura un conseil MSO où il prévoit de passer à des groupes de 10 étudiants. Parce qu'ils pensent que plus le groupe est petit, plus il y aura d'interactivité. C'est ça aussi l'idée. Mais je vous dis aussi tout de suite, c'est qu'on arrive à faire de l'interactivité sur un groupe de 30 avec WooClap. À mon avis, il y aura autant d'activités sur un groupe de 30 avec WooClap qu'avec un groupe de 10. La problématique d'avoir des groupes très petits, c'est que c'est sûr qu'il y aura plus d'interactivité, ça on s'en doute. Mais ça coûte plus cher à l'université. On a toujours ce problème aussi, d'avoir des groupes de 10. Vous êtes combien d'enseignants comme vous, très proactifs, nouvelles technologies Merci. Il y a mes collègues derrière qui sont là. Il n'y a que Thibaut. Sur Dauphine, je ne sais pas. Alors nous, on voit le nombre moi, d'enseignants... Moi, j'ai un profil atypique parce que j'ai une épouse qui est là-dedans. Donc, évidemment, je suis de très près. Puis elle-même connaît parfaitement ces choses-là. Donc, évidemment, moi, je suis un peu atypique. Mais c'est vrai que j'essaye de communiquer la bonne parole à mes collègues. C'est pas forcément facile. Parce qu'il y a toujours des craintes. Hein. Les craintes, c'est d'avoir moins d'étudiants après dans ces cours, de ne pas réussir à passer l'intégralité des messages qu'on veut faire passer. C'est sûr que si on part de l'idée que le cours, c'est uniquement ce que les étudiants ont pris en notes, c'est sûr que ça oblige à dire tout ce qu'on a à dire. Donc c'est pour ça que d'avoir des supports par derrière, enfin des supports...
oui, des fiches de cours, hein, de faire soi-même des fiches de cours derrière, ça me paraît évidemment essentiel. Ça évite d'avoir dans des copies des phrases du style Madame Smith a dit que, Madame Smith a dit que. Mais Madame Smith, mais il parle de qui? Non, on a dit Adam Smith. Oui, mais l'étudiant du fond qui entend mal et qui a noté Madame Smith pendant toute l'année. Oui. Donc ça, c'est un enseignant d'ici qui m'a dit mais qui est Madame Smith? Donc on a toujours un problème dans les prises de notes, c'est que chaque étudiant, du coup, a un cours différent, de parce qu'il entend, parce qu'il retient, parce qu'il arrive à noter. Donc forcément, en fin d'année, les notes seront différentes, parce que de toute façon, il ne travaille pas sur le même cours. Donc ça aussi, c'est un problème de ne pas avoir les cours en ligne, hein, pour être tout à fait honnête. Après, il faut que le cours soit très différent du cours dactylographié. Parce que si c'est la même chose, bah ça, c'est sûr que les étudiants ne vont pas venir. Donc, il faut effectivement, là, forcément, avoir une approche pédagogique très différente de ce qu'on doit faire en cours, sachant qu'on a un support quand même à côté qui permet, du coup, de passer plus de temps sur des points peut-être de détail, mais des points compliqués, et puis de laisser après les étudiants reprendre le cours. Voilà, on sait qu'à la fin de l'année, moi, ce qui me rassure, c'est le niveau en fin d'année. C'est d'ailleurs le seul référentiel pour nous. Ça doit être quel est leur niveau en fin d'année. Et pour tout vous avouer, le niveau en fin d'année a considérablement augmenté le jour où j'ai mis mes cours en ligne. Forcément. Parce que là, c'est moi qui ai rédigé, donc on n'avait plus le problème d'Adam Smith. Et ça, c'est pour les économistes. Donc imaginez pour les juristes, voilà, un serment décisoire. Serment décisoire, déjà, comment, mais c'est écrit comment cette affaire? Donc, on avait des problèmes parfois de vocabulaire qui étaient très mal retranscrits. Donc heureusement, on a des PowerPoint pour insister sur les mots compliqués. Mais même après, dans les formulations, on voit bien que le droit utilise quand même un vocabulaire parfois un peu désuet, ne serait-ce que parce que le Code civil, il date de 1804. Alors déjà, le vocabulaire n'était pas tout à fait le même. Donc, c'est sûr que d'avoir un support rédigé, c'est à mon avis indispensable pour les étudiants. Après, c'est là où, si on part de cette idée-là, il faut se dire, mais qu'est-ce que je vais dire en cours? Que ce soit, si je lis ce que je leur ai donné, les étudiants ne vont pas venir. Donc, forcément, il faut que je fasse autre chose pendant le temps de présentiel. Donc, autre chose, c'est là où on part de l'idée qu'on a des très bons étudiants, donc on va les faire travailler sur ce qu'il y a de plus compliqué. C'est-à-dire partir de l'idée que la base, ils vont l'acquérir très vite, et du coup, en cours, on va insister sur ce qui pose plus de problèmes, qui est plus technique à comprendre, plus difficile, plus délicat, et comment leur faire passer des messages, justement, avec des mises en situation, des cas pratiques, des QCM, il y a plusieurs instruments possibles. Après, il n'y a pas que WooClap, hein, il y a plein d'idées. En fonction de la configuration, c'est 800, 30. C'est sûr qu'on n'agit pas de la même façon. Il faut leur donner des cas pratiques à faire en cours de route. Oui, ça c'est sûr, hein. Donc, il faut réfléchir en fait à améliorer son approche pédagogique. Et là, on remercie le CIP parce que c'est vrai que ce qui est incroyable dans une université, c'est que on ne nous propose pas de formation de formateurs. Alors, nous, on propose un séminaire en fait, de pédagogie universitaire pour tous les nouveaux entrants, donc tous les nouveaux maîtres de conf, enseignants, chercheurs qui sont recrutés sur les 5 dernières années. Alors après, on a remporté un appel à manifestation d'intérêt en juillet dernier sur lequel on a proposé de développer davantage cette approche pédagogique au sein du CIP
dans un Center for Teaching Excellence. Donc là, l'idée va vraiment être de proposer des outils et du coup une approche qui soit vraiment un accompagnement du développement professionnel. Parce que la formation, effectivement, ça peut montrer des pistes, mais c'est pas forcément adapté aux objectifs pédagogiques de l'enseignant, à ce qu'il cherche à obtenir. Ça répond pas forcément aux besoins non plus du public. Donc on peut pas plaquer des outils. C'est pas parce que ça a marché dans un certain contexte que ça marchera dans l'autre. Donc du coup, on est plus dans de l'accompagnement. Et l'accompagnement, là, c'est vraiment lié au développement professionnel. Parce que si on change ses pratiques, ça bouge aussi des choses sur la personne. Et ça doit être accompagné. Ça ne peut pas être fait, comme vous le disiez, il y a une appétence personnelle, un rythme à adapter en fonction de l'enseignant, en fonction aussi des situations. Donc, du coup, c'est des choses qui vont être mises en place dans le cadre du Dauphine Center for Teaching Excellence et qu'on espère pouvoir développer et déployer parce que dans la plupart des universités, il y a des services d'appui à la pédagogie qui existent depuis des années. C'est lié à l'histoire de Dauphine, c'est tout récent, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Et du coup, on est en train d'y travailler pour que ce centre propose des outils utiles et qui permettent aux enseignants de découvrir de nouvelles approches et de s'épanouir et de retrouver aussi un souffle dans leur métier, parce que finalement, c'est ça aussi le bénéfice, je pense, d'après ce qu'on a entendu du témoignage de Thibaut. Il y a les enseignants, et le problème aussi de Dauphine, mais dans les autres universités, c'est pareil, c'est les vacataires. Moi, on a souvent plus de problèmes sur les vacataires qui donnent plus ou moins satisfaction. Donc c'est là où comment réagir face à un vacataire qui ne donne pas satisfaction. Soit on change de vacataire, soit au contraire, on essaye assez rapidement d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas lui donner une formation, mais il faut une formation d'1 heure pour lui expliquer un peu comment faire pour dynamiser un peu son cours. Donc ça, c'est sur les vacataires, ça c'est, moi je voulais faire justement des fiches un peu synthétiques pour expliquer vite, assez rapidement, en moins d'1 heure, comment justement d'abord organiser son cours, parce qu'un cours ça s'organise. Déjà dire voilà, toutes les 20 minutes, qu'est-ce que je fais, quel est l'objectif, donc si on faisait ça très sérieusement, il faudrait à chaque fois, y a déjà des grilles, des grilles qu'on utilise d'ailleurs pour la formation permanente. Pour la formation permanente, ils vous disent, mais quel est l'objectif, les outils, l'approche, c'est structuré comment, quel est le timing. L'évaluation qui sera prévue au bout. C'est très très précis. C'est-à-dire que... Et ça, on ne le fait pas. Nous-mêmes, on le fait intuitivement. Alors, bon, on fait un peu... on fait pas ça très rationnellement. Ça pourrait être mieux rationalisé. Oui, oui. Oui, Radija. Moi, alors, j'ai une question, c'est une question, une observation et une information à la fois. Et là, c'est le collègue du CEP, savent très bien qu'à la bibliothèque, on essaie de monter aussi des formations on a des formations à la recherche documentaire où on présente un peu les bases de données, on fait des exercices, on essaie de mettre en place des jeux, on essaie aussi de faire de la pédagogie inversée, enfin on essaie
Merci Radija. De toute façon, c'est vrai qu'il y a aussi un projet de Learning Center voilà, qui converge avec celui du Teaching Center. Donc, ça permet une conclusion passerelle qui est tout à fait bienvenue. Merci à toi. Alors, on vous propose une dernière manipulation, une dernière séance sur laquelle on vous demande votre avis. On a mis le questionnaire de satisfaction, voilà, que nous distribuons d'habitude en version papier. On l'a mis du coup sur WooClap et nous vous invitons du coup à y répondre. Comme ça, nous allons pouvoir extraire les résultats dans un tableau Excel et avoir tout de suite la mesure de la satisfaction du groupe face aux différents items qui sont importants pour nous. Ça marche aussi par SMS. Donc, alors, il y en a un qui est confus. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi ? Il n'y a pas du coup de questions liées à la confusion. Il n'y a qu'une réponse, là. 2 réponses, ça y est. Oui, c'est plus long. Oui, il y a 8 questions. Non, mais c'est vrai qu'il notait de 5. Voilà, il y a une échelle. 5. Surtout, oh oui, nous, on serait preneurs, hein, Thibaut. Non, ah oui, sur le premier, on peut aussi venir sans connaître le sujet. Et ça, c'est même plutôt bon signe. On ne peut pas voir 5 réponses, mais on ne voit pas en temps réel qui a répondu à travers la question 2. La notation on pourrait, si, il suffit de... On peut voir en même temps ce qui va se faire là. Voilà, c'est ça. On peut le voir au fur et à mesure, mais c'est pas vraiment conseillé parce que ça influence les résultats. Oui, vous avez vu, il y a des fonctionnalités qui permettent à l'enseignant de voir des choses que les étudiants ne voient pas, hein, parce que sinon ça influencerait leurs réponses. 9 réponses. WooClap, elle ne connaissait pas WooClap, mais de toute façon, WooClap, c'est une solution parmi d'autres. Une solution parmi d'autres, donc elle avait des concurrents. Il y a pas mal de systèmes similaires, mais ça fait depuis quand même un bout de temps qu'on est dessus pour essayer. Avec Marie, ça fait depuis au moins 2 ans qu'on était dessus pour savoir quel était l'instrument le plus efficace pour nous. Au Dauphine, et c'est vrai que WooClap répond bien au cahier des charges, parce qu'il fallait un instrument quand même très très simple. Quand on voit ce qu'on a, parce que sinon on a l'ENT. À la limite, on pourrait se dire on peut utiliser MyCourse, mais MyCourse c'est compliqué, c'est beaucoup trop compliqué pour les enseignants. Elle a fait le benchmark, c'est-à-dire qu'elle a fait une étude comparative des différentes solutions. Et si je peux me permettre, parce que je vois qu'Anne-Claire est sur le point de partir, c'est aussi, non, je ne vais pas pour te pointer du doigt, mais c'est aussi un outil très utile pour animer des événements. Quand on a une audience, et je vois Sébastien aussi qui est gentiment venu, du coup, voilà, il ne faut pas hésiter non plus à venir nous voir, parce que pour animer un événement, lancer... Je fais déjà, par exemple, le master distribution relations clients marketing. C'est déjà utilisé, par exemple, dans des événements organisés par le Master Marketing Parcours Distribution Relations Clients. Ils font un gros événement au MEDEF chaque année et dans lequel les étudiants présentent des projets d'innovation en matière de distribution et de retail et la salle vote. Donc c'est intéressant parce qu'il y a une salle assez variée avec un public aussi bien de professionnels d'entreprise que d'étudiants. Et on vote en temps direct, en instantané en fait, et on a l'équipe gagnante à la fin de la séance. C'est vrai que c'est particulièrement intéressant et vivant. Donc, on va réfléchir pour la remise des diplômes, comment on peut animer les choses. Merci. Sébastien, tu veux... Non, c'est bon. D'accord. Donc, c'est en projet et en maturation, mais on...
Ça va venir vite, oui. 200 personnes en Raymond Aron. OK. On projette les réponses. Alors, oh là là, 3,5, 3,9. Ça dépasse les 4. Oui, on a bien travaillé. Merci à tous de votre attention. Merci beaucoup. Merci Thibaut. C'était un plaisir. De toute façon, si ça ne dépassait pas les 4, on bloquait les portes et puis on recommençait jusqu'à temps que...